Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, je voulais d'abord commencer par remercier tous nos collègues de la Commission des finances, le rapporteur général, le président de la Commission des finances pour avoir su maintenir, pendant des débats en commission, malgré les forts désaccords, la forte tension qui règne aujourd'hui dans le pays, un cadre de travail sérieux pour parler au fond de comment on gère nos finances publiques. Je tenais à vous remercier en premier lieu pour ça. Sur le reste, c'est toujours difficile de préparer un discours sur le projet de loi de finances avec vous parce que à peine on a commencé à écrire et c'est déjà le festival. Une collègue d'Horizon disait tout à l'heure sur la motion de rejet, nous accusait de vouloir priver le débat. J'espère quand même que vous allez répéter ça à Madame la Première ministre quand elle va débarquer dans quelques heures ou dans un jour ou deux pour nous empêcher de voter et de débattre sur le projet de loi de finances et sur la partie des recettes. J'ai entendu beaucoup de choses de la part des ministres. C'est un projet sérieux, qu'on est à l'euro près. C'est deux mots que vous avez à la bouche, le sérieux budgétaire. Votre projet de loi de finances, il n'est pas sérieux. Les prévisions de croissance, vous n'avez pas arrêté de les modifier. Au début, on était à 1,8, maintenant on est à 1,4. Alors que l'OFCE, la Banque de France, nous disent que les prévisions de croissance, elles ne sont pas bonnes, elles sont à 0,8%, 0,9%. Une paille, quoi. Juste quelques dizaines de milliards d'euros. Sur les prévisions d'inflation, ça fait des années que le ministre Bruno Le Maire court après le pic de l'inflation. Il gravit, ça ne s'arrête jamais. Ça fait 2 ans qu'on est censé être dans le pic de l'inflation. Et M. Bruno Le Maire a visiblement perdu son oxygène à force de gravir ce pic. Quant au Rassemblement national, parce que j'ai entendu quelques interpellations là-bas, je dois bien vous dire que, à force de vouloir toujours être en hauteur, on vous a perdu de vue. On ne sait même plus ce que vous proposez pour le pays. Vous étiez 3 en permanence en commission. Là, vous êtes à votre pic. Vous êtes 10 le seul soir où il n'y aura pas de vote sur ce projet de loi. Je vous félicite. J'en viens aux arguments qui nous ont été présentés. J'entends le refrain depuis quelques années que votre politique aurait eu un impact formidable parce que les recettes de l'impôt sur les sociétés, ça se voit, ont augmenté. C'est une fake news. Il y a 2 choses qui se sont passées pour expliquer l'augmentation des recettes de l'impôt sur les sociétés. D'abord, en 2018, vous avez transformé le crédit d'impôt, le CICE, en allègement pérenne de cotisations sociales. Donc ce n'est plus le budget qui s'est mis à financer, ce n'est plus le budget de l'État qui s'est mis à financer ce cadeau fiscal, vous l'avez transféré à la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on se retrouve en 2021 avec un rendement de l'impôt sur les sociétés qui retrouve son niveau à peu près d'avant le CICE, c'est-à-dire 46 milliards d'euros en 2021 de recettes grâce de recettes d'impôt sur les sociétés. En 2013, elles étaient de 47 milliards d'euros. Alors il y a eu ce phénomène de rattrapage, et puis il y a autre chose. Cette autre chose, ça s'appelle l'inflation. Le rendement de l'impôt sur les sociétés, s'il atteint aujourd'hui un montant de 62 milliards d'euros, c'est beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a des boîtes dans ce pays qui se sont fait des super profits, qui se sont fait des marges sur l'inflation, et que le projet de loi de finances lui-même, il explique cette hausse de l'impôt sur les sociétés en raison du fort dynamisme du bénéfice fiscal en 2023. Vous êtes en train de vous féliciter du fait que des entreprises, notamment des grandes boîtes, se soient tout simplement fait de l'argent sur le dos des Français. Cette hausse des prix-là, elle n'a pas entraîné de surplus d'activité. Ça n'est pas vrai. Ce que vous auriez pu faire, par contre, au lieu de vous gargariser d'avoir rien fait, vous auriez pu, ne serait-ce que pour les grandes boîtes, pour les grands groupes, revenir sur un taux d'impôt sur les sociétés à 33% comme ça l'était avant le quinquennat Macron. Là, je vous assure que vous auriez eu des rentrées fiscales conséquentes pour réarmer nos services publics. Ce n'est pas le choix que vous avez fait. Et puis, sur les impôts sur les entreprises, je tiens à rappeler quand même qu'en 2019, par exemple, l'impôt sur les sociétés, il pèse moins en France que dans le reste de l'OCDE.
La France, ce n'est pas un enfer fiscal pour les boîtes, c'est un paradis fiscal. 2,2% du PIB pour la France, contre 3,3% du PIB en moyenne pour les autres pays. Et je pense que si on intègre les cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis 2019, l'écart il est encore plus considérable. Alors par quoi se caractérise votre budget? Par des rentrées considérables. Plus de 200 milliards d'euros d'argent issu de la TVA. 200 milliards d'euros. Mais dans ces 200 milliards d'euros, on ne les retrouve pas totalement dans le budget de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transférés à la sécurité sociale pour compenser en partie les gigantesques exonérations de cotisations sociales que vous avez fait aux grands groupes de ce pays. Le montant, il faut quand même se rendre compte des chiffres parce que c'est exponentiel. Le montant qui a été transféré à la sécurité sociale de 2013 à 2018, c'était il n'y a pas si longtemps, c'est environ 10 milliards d'euros par an. Là, en ce moment, le montant de TVA qui a été transféré à la sécurité sociale pour l'année 2022, c'est 57 milliards d'euros. C'est 5 fois plus que sur les quinquennats d'avant Emmanuel Macron. Pour un total de 100 milliards d'euros de TVA dans le budget, on a plus de 100 autres milliards d'euros qui sont transférés à la Sécu, aux collectivités locales. J'ai entendu tout à l'heure un ministre, je crois que c'était M. Cazenave, qui nous disait « ceci d'opposer l'État aux collectivités locales ». C'est exactement ce que je dirais si j'étais en train d'opposer l'État aux collectivités locales. Parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes en train d'assécher les financements autonomes des collectivités locales avec les impôts de production. Elles n'ont plus ces rentrées d'argent-là. Vous compensez comment? Avec l'argent de la TVA. Mais ça, pour les collectivités locales, ça veut dire plus d'autonomie. Ça veut dire dépendance de l'État en termes de financement public. Ça veut dire la mise sous coupe démocratique de la perfusion de l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pour la sécurité sociale, c'est pareil. Il y a un problème démocratique. On ne peut pas mêler aussi fortement 3 budgets distincts que sont le budget des collectivités territoriales, le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. C'est malsain. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est malsain démocratiquement, et même M. Moscovici, qui n'est pas un de nos amis, qui ne partage pas nos thèses, le reconnaissait il y a peu en commission des finances. C'est un problème aussi économique et social, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entièreté de votre politique économique, en termes de recettes, elle consiste à faire financer par les classes moyennes et par les classes populaires les cadeaux que vous faites aux grands groupes. Nous ne sommes pas d'accord avec cette logique. L'argent issu de la consommation populaire, il devrait revenir dans le budget de l'État pour soutenir la consommation populaire, ou pour soutenir les services publics, ou pour booster, par exemple, certaines dépenses de services publics qui pourraient aider le pays à se relever. Mais c'est exactement l'inverse que vous êtes en train de faire. Alors si vous tenez tant que ça, à la limite, à vos exonérations de cotisations, si vous y tenez tant que ça, mais dans ce cas-là, faites un choix politique. Faites le choix de faire financer ces exonérations sur autre chose que les classes moyennes et populaires, par exemple, sur les plus riches de ce pays. Vous voyez, là, ça serait un choix politique à faire. Mais non, vous avez fait le choix sciemment de faire financer toute cette politique économique pro-entreprise, comme vous dites, à ceux qui galèrent le plus en ce moment, à remplir leur caddie, à remplir leur frigo, à payer leurs taxes, à payer leur énergie. Ben ça, c'est pas normal. C'est une injustice de classe, parce que votre budget est un budget de classe, un budget anti-redistributif, un budget qui met à mal la sécurité sociale, qui met à mal les collectivités territoriales et qui met à mal, en vérité, le pouvoir d'achat des Français. Et puis surtout, dans ce projet de loi de finances, il y a quelque chose qui a éclaté aux yeux de tout le monde en commission. Vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire jusque dans votre majorité. Vous êtes incapable même d'écouter vos propres alliés parce que vous allez faire un 49 ans, on sait que vous n'allez pas les reprendre. L'augmentation de la taxe sur les transactions financières, on aurait pu la faire si vous cherchiez de l'argent, par exemple, pour financer vos exonérations de cotisations. On l'a voté. Ça aurait pu rapporter 11 milliards d'euros à l'État sur les transactions financières. Mais qui peut être contre ça dans la période actuelle? L'impôt universel ciblé pour taxer tous les Français où qu'ils soient, comme le font les Américains. On aurait pu le faire, on l'a voté. Vous allez l'enlever avec le 49.3. Le rétablissement de l'exit tax, c'était même pas notre idée.
C'est une proposition qu'on défend, mais ce n'est pas nous qui l'avons défendue en commission, c'est quelqu'un de votre majorité. Vous allez le virer. La taxation des superdividendes, vous allez le virer. La taxe sur les rachats d'actions. Le versement mobilité pour éviter que les Français, notamment les franciliens, voient le prix de leur passe Navigo augmenter. Vous allez l'enlever. Alors comment on fait? Parce que la vérité des recettes de l'État, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent après. Il n'y a pas d'argent pour financer les services publics. Il n'y a pas d'argent pour financer la transition écologique. On vous dit qu'il y a 100 taxes en plus, 100 milliards d'euros qui sont immédiatement mobilisables avec l'argent de la TVA. Ça mériterait de vous faire réfléchir, mais non. Vous n'y pensez même pas, c'est même pas un sujet. C'est même plus un sujet de discussion démocratique pour vous. La caricature, chers collègues, moi la caricature, c'est quand M. Bruno Le Maire, le ministre, nous dit qu'on va faire un déluge fiscal alors que c'est des propositions de bon sens. Mais vous savez quoi? Je préfère un déluge fiscal que la sécheresse. Parce que les Français, ils ne se remettront pas de la sécheresse sur les finances publiques. Ils ne s'en remettront pas. Parce qu'on a besoin de professeurs, on a besoin d'hôpital public, on a besoin de contrôleurs des douanes, on a besoin de tout ça. Alors plutôt le déluge pour financer correctement des professeurs, des soignants, remettre en état nos hôpitaux, rénover nos commissariats, plutôt que se dire qu'il n'y a pas assez d'argent et que du coup on laisse tout tomber. Et qu'il y a des coins entiers en France où tout est laissé tomber. Ça devrait d'ailleurs concerner vos circonscriptions. Je croyais que vous en aviez quelque chose à faire. Au gouvernement qui a dit tout à l'heure que la nation doit se reconstruire par le travail et par l'effort, nous vous recommandons d'appliquer pour vous-même ces principes, parce que ce n'est pas sérieux d'être aussi aléatoire, d'être aussi approximatif dans l'engagement des dépenses, dans le financement, dans les prévisions. Vous nous dites qu'il n'y a pas de majorité alternative, mais déjà le premier fait, c'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est que toutes vos oppositions vous disent que vos projections de croissance, elles ne sont pas sincères. Et vous nous dites qu'il faut vous croire, mais depuis des années, elles ne sont pas sincères. Et l'expérience nous montre, pas un sentiment, pas un instinct, l'expérience nous montre que vous êtes plantés lamentablement, notamment sur les prévisions d'inflation. Donc vous devriez commencer par écouter vos oppositions qui vous disent que tant qu'il y aura des prévisions de croissance et d'inflation qui ne sont pas sérieuses, on ne peut pas faire passer un budget comme ça. Parce que derrière, ça veut dire une cure d'austérité sans précédent. Parce que derrière, ça veut dire que nos services publics sont désarmés. Parce que derrière, ça veut dire tellement de choses que vous ne semblez malheureusement pas enclin à écouter. Le déficit va baisser, nous a dit monsieur le ministre Cazenave. Non, le déficit ne va pas baisser. Quand les collectivités territoriales, elles sont à l'os, alors que c'est les premiers investisseurs du pays, les dépenses, ça ne va pas revenir, l'activité ne va pas revenir. Vous avez vu l'état du logement, de la construction. Vous voyez bien que ce n'est pas le marché là, qui peut régler le problème, c'est l'État. C'est un investissement conséquent dans la rénovation thermique des bâtiments, dans le bâtiment. Et si on ne met pas l'argent là-dedans, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a un des dogmes sur lequel vous êtes aveuglés, que vous ne comprenez pas. Le marché ne peut plus régler les soubresauts, les tremblements économiques qui est en train d'affronter notre pays. C'est la puissance publique, c'est la solidarité, c'est la redistribution des richesses. Ces mots vous sont peut-être inconnus, mais votre monde idéologique est en train de s'effondrer. Alors, encore une fois, on sait ce qui va se passer. Vous allez nous dire qu'on est à l'euro près, le déficit va continuer de baisser. Vous allez nous dire qu'on est à l'euro près, vous serez forcés de faire survivre quelques services publics parce que sinon, l'État s'écroule, la société française s'écroule. Parce que la manière dont s'est construit notre pays, c'est avec un service public fort, avec des gens dans le service public qui tiennent debout pendant les périodes de crise, pendant le Covid, pendant qu'à chaque fois, il faut défendre les conditions de vie des Français. Voilà ce que vous manquez. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas être écouté. On aurait aimé aller à autre chose, mais vous ne nous laissez pas d'autre choix. Vu qu'il va y avoir un 49.3 et qu'on ne pourra même pas voter sur des propositions, vous allez tout prendre et tout jeter. Vous ne nous laissez pas d'autre choix que faire la motion de censure et que d'assumer qu'en effet, pour changer d'optique, pour changer de monde, pour faire en sorte que la France elle redevienne solidaire et qu'elle redistribue les richesses, nous devons vous faire tomber. Et nous vous ferons tomber, nous y sommes prêts avec la motion de censure que nous déposerons. Je vous remercie.